Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce troisième rendez-vous Synasav. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle charte graphique dans ce générique. Une charte graphique tout en mouvement et en dynamisme comme le Synasav. Ce soir pour ce troisième rendez-vous, nous allons évoquer la connectivité avec cette question. La connectivité est-elle un outil au service de la maintenance? Pour y répondre, ils sont quatre. À mes côtés, Nicolas Violent, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Soyez le bienvenu, vous êtes directeur général adjoint de Logista Home Tech. Vos activités principales, la maintenance et la réalisation de travaux pour le renouvellement d'équipements. Quelques chiffres, 1400 personnes, 50 agences en France, un centre de relations clients qui traite 1 500 000 appels chaque année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une précision, vous intervenez de façon importante dans le logement social, mais vous avez aussi des activités dans le particulier. À vos côtés, Fabrice Magniot. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous êtes gérant d'AM Gaz à Saint-Priest, nous sommes tout près de Lyon. A pour assistance et M pour maintenance. C'est une PME d'une trentaine de techniciens qui rayonnent dans la grande région lyonnaise pour la maintenance d'équipements comme les packs, les chaudières, gaz évidemment, les clims. Vous effectuez environ 20 000 interventions par an et je précise que vous êtes administrateur du Synasav et vice-président de la région Rhône-Alpes pour le Synasav et président par intérim. En face, Jérôme Pradal. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. J'aime beaucoup votre prénom. Vous êtes directeur commercial du groupe Ariston, un groupe familial italien, fabricant d'équipements de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Vous êtes présent un peu partout dans le monde, enfin pas vous, hein, le groupe, avec 7400 collaborateurs à travers des marques que l'on connaît bien, Ariston, Chafoto et Elco. Et puis le quatrième, c'est Emmanuel Kahn. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes, vous, responsable d'une équipe au sein de la direction du développement de GRDF, équipe avec laquelle vous travaillez sur l'innovation des usages du gaz sur l'ensemble des marchés, le tertiaire, résidentiel et l'industriel. Voilà, les présentations sont faites, vous connaissez tout le monde. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions puisque nous sommes en direct à travers la plateforme YouTube. Nous les prendrons régulièrement au cours de ce rendez-vous Synasav, le troisième du nom. Le sujet, c'est la connectivité. Alors, avant de développer ce sujet, moi, j'aime bien toujours commencer par un brin de définition. Et c'est vous qui allez faire un peu notre Michel Chevalet, Emmanuel Kahn. La connectivité, comment ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est que la connectivité? Écoutez, déjà, on peut faire le constat que c'est ce qui est en train d'arriver sur tous nos équipements et nos objets du quotidien. Et donc, il en va de même pour les équipements de chauffage et de génie climatique en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable de piloter et de surveiller à distance des équipements. Et puis, moi j'aime bien dire qu'en fait la connectivité, c'est aussi une nouvelle valeur ajoutée pour le client. Et là, on va avoir apparaître différents niveaux de valeur. Le premier, c'est le niveau du confort et des économies d'énergie, puisque grâce à un thermostat connecté, le client va pouvoir, à travers une application smartphone très ergonomique, maîtriser son confort, régler simplement son planning de présence, d'absence. Peut-être même si le thermostat a accès à des données météo par Internet, il pourra anticiper certaines consignes. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, alors moi j'aime bien l'appeler la tranquillité d'esprit, c'est la capacité du coup de l'équipement à communiquer et à transmettre des informations, typiquement au fabricant ou au SAV, pour l'alerter par exemple sur des dysfonctionnements du produit. Et là, le client, tranquillité d'esprit parce qu'il sait qu'il y a un professionnel qui a un œil sur son équipement et qui va pouvoir intervenir peut-être plus rapidement en sachant déjà quel est le problème et donc aller très vite dans la réparation. Donc premier niveau confort, deuxième niveau tranquillité d'esprit, le troisième vous l'appelez comment? Alors le troisième, j'ai pas encore trouvé le nom. Ça reviendra. Il est un peu plus futuriste mais peut-être pas tant que ça, c'est le sujet de la maintenance prédictive. Finalement, en amassant des données sur le fonctionnement d'un équipement, par exemple le nombre d'allumages ou tout simplement la pression dans le circuit d'eau, en regardant certaines dérives que ces paramètres vont avoir, on va être capable d'anticiper les pannes. Alors donc du coup là pour le client, c'est la promesse demain que son appareil ne sera jamais en panne puisque le professionnel pourra intervenir et le réparer avant. Ce sera un point sur lequel nous reviendrons là maintenant, ce prédictive. Nicolas Violent, chez vous, chez Logista Home Tech, la connectivité, qu'est-ce que c'est? Comment vous l'entendez? De façon très basique, ce sont des objets, des équipements qui remontent des données de manière plus ou moins systématique, de manière plus ou moins fréquente
vers nos systèmes. Et nous devons, à la lumière de ces données, les traiter, les comprendre, les agréger, afin d'apporter des réponses soit à l'occupant, comme l'a précisé Emmanuel, soit au client, donc le client bailleur, le syndic, ou le propriétaire qui est à distance de son logement, ou encore à nous-mêmes en tant que mainteneurs SAV. Donc c'est tout ce réseau d'objets et d'équipements et de données bien pensés et bien organisés qui permettent ensuite d'apporter un service plus. Précision, ça ne concerne pas simplement le système, l'équipement de chauffage. La connectivité peut aller sur un certain nombre d'autres équipements. Oui, de plus en plus. On parle beaucoup de capteurs liés en ce moment au renouvellement de l'air, avec l'effet aussi des aspects sanitaires. Donc on sait placer un certain nombre de capteurs dans beaucoup d'équipements assez hétérogènes finalement. Par contre, il faut garder une cohérence d'ensemble, comprendre que ces équipements et ces capteurs sont dans un même logement, dans une même pièce. Et toute l'intelligence qu'on peut mettre, c'est soit dans les équipements, soit au niveau de notre côté, dans l'analyse et la compréhension de ce que les données ramènent. C'est justement de comprendre que la chaudière fonctionne parfaitement, mais il y a une porte ouverte ou une fenêtre qui n'est pas conforme, afin d'intervenir et de remplacer ce qu'il faut remplacer et de comprendre ce qui se passe. Alors vous nous avez parlé de la connectivité au service de l'occupant, du locataire, du propriétaire. J'arrive à comprendre, au service du mainteneur, donc par exemple vous, j'arrive aussi à comprendre, mais pourquoi au service du bailleur? Quel est son intérêt, lui, puisque vous êtes déjà informé? Alors depuis de nombreuses années, des clients bailleurs nous ont demandé comment ils pouvaient mieux cartographier leur logement pour détecter des logements en précarité énergétique, par exemple, ou avec des comportements suspect, pas d'un point de vue comportement des locataires, mais d'un point de vue vraiment d'énergie, du bâtiment, du bâti. Donc ça, c'est une première partie de choses. Ils nous ont aussi demandé, et on a travaillé beaucoup, on continue à le faire, de travailler sur des solutions pour des personnes fragiles, qui ne sont pas complètement autonomes, donc toujours avec un aspect de supervision, d'alerte, de dérive, d'observation de dérive. Et aussi, c'est un petit peu la connectivité invisible, c'est des conséquences de dérive dans un logement sur, par exemple, les traces d'humidité qui vont générer à terme un remplacement important, un équipement qui fonctionne mais mal et qui va provoquer un certain nombre aussi de dérives à terme. Donc c'est pour ces éléments-là, pour aussi la sécurité de leurs occupants, que nos clients nous ont souvent demandé et continuent à nous demander beaucoup de solutions. Jérôme Pradal, chez vous, chez Ariston, la connectivité, elle est arrivée d'abord à votre service, à votre propre service. Oui, alors la petite histoire, c'est qu'on a démarré la connectivité finalement dans nos usines, dans nos laboratoires, pour tester le vieillissement et le vieillissement des produits, travailler sur l'amélioration continue, les scénarios de panne, je dirais, de correctifs. Et puis, dans la mesure où 100% de notre service est assuré par nos stations techniques agréées, à Horizon 2015, on a souhaité le mettre à disposition de nos partenaires pour pouvoir accompagner ensemble le parc installé. Aujourd'hui, je dirais qu'une partie de nos produits, principalement pompes à chaleur, sont connectés de série et les autres, comme les chaudières, sont connectables. Et puis autour de ça, on a, je dirais, développé un certain nombre de plateformes pour pouvoir connecter avec tout le monde. Donc application pour l'utilisateur, Emmanuel en parlait tout à l'heure. Une plateforme professionnelle pour nos partenaires et on peut également pousser les données sur les systèmes, pour le coup, propriétaires de nos partenaires pour qu'ils puissent les utiliser. Donc au départ, la petite histoire, c'est pour vous, en banc d'essai, en quelque sorte, pour avoir des remontées sur la qualité de vos produits avant de les mettre sur le marché. Voilà, et travailler sur l'amélioration continue, simuler les scénarios de panne dans la durée de vie du produit. Ouais. Fabrice Magniot, sur le terrain, une entreprise comme la vôtre, AM Gaz, la connectivité, qu'est-ce que c'est? Un retour d'expérience un peu du terrain. Ayons les pieds sur terre dans le Lyonnais. Je vais être un petit peu plus tempéré, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément été des bons ambassadeurs au départ, parce que c'est un produit qu'on a découvert en même temps que le client. Alors est-ce que c'est faute de formation? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premières mises en service de ces produits connectés ou connectables, parce que souvent ils sont restés connectables, mais ils n'ont pas été connectés,
C'est des mises en service qui nous ont pris beaucoup de temps, qui n'ont pas été faciles, enfin très, très aisées pour nous, où on a rencontré aussi quelques problèmes d'environnement. Il faut savoir qu'une chaudière, elle est pas forcément, c'est pas un micro-ondes, c'est pas une télévision, donc on la retrouve pas forcément dans un environnement très propice au fait qu'elle puisse communiquer avec la box du client. Vous voulez dire qu'elle n'est pas toujours accessible à portée d'onde d'une borne Wi-Fi, par exemple? Exactement, donc c'est des choses qu'on a découvertes sur le terrain et qui ont fait qu'on n'a pas forcément été des bons ambassadeurs de la chaudière connectée. Ça, c'était avant. C'est vrai que depuis, on a commencé à apprendre à manipuler le produit, à gagner en temps. Il reste un petit point un petit peu négatif, c'est que ça prend du temps sur une mise en service et c'est pas forcément un forfait qui est prévu, il n'y a pas un dédommagement qui est prévu à cet effet-là. Donc nos techniciens, ça leur allonge leurs interventions. Donc ils ont un petit peu de réticence à aller faire ce type d'intervention. Après, par contre, dans le concret, c'est vrai que ça apporte un vrai plus au client et que c'est indéniable. C'est une évolution, on est sur une révolution un petit peu technologique et il va falloir qu'on rentre vraiment dedans, qu'on se forme et qu'on se donne les moyens de suivre les produits. Alors avant qu'on rentre dans le détail justement des attentes clients, je vous propose que l'on se rende tous les quatre et avec vous qui nous regardez chez NJ Lab dans un endroit qui est sans doute au cœur, au pic de la connectivité pour un certain nombre d'appareils, d'équipements. Nous sommes au NJ Lab Crygène, qui est l'un des centres de recherche et développement d'Engie. Donc nous sommes situés à Stains. Donc c'est dans cet endroit sur lequel on travaille sur les technologies renouvelables, les nouveaux gaz, et on met en place également des développements autour des services pour l'ensemble des filiales du groupe. Le banc de maintenance préventive est un banc qui va permettre de tester des solutions de maintenance en générant des scénarios de défaut sur le banc. Donc on va pouvoir évaluer des solutions de production d'énergie, des chaudières, ou bien on va pouvoir tester des pompes à chaleur. Donc on va créer des scénarios de défaut, c'est-à-dire qu'on va créer des pannes en fait sur ce banc, et puis on va regarder comment la solution de maintenance préventive détecte la panne. Ce qui se passe généralement, c'est que les startups ou les entreprises de services définissent des algorithmes et les éprouvent directement sur le terrain, puisqu'ils n'ont pas d'historique de données pour essayer de comprendre pourquoi ou quand tel défaut apparaît. L'idée de ce banc d'essai, c'est de pouvoir générer ces défauts, de pouvoir générer ces données sur lesquelles vont s'alimenter ces algorithmes en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de label qui permettent de qualifier les solutions de maintenance. Donc l'intérêt de ce banc, c'est qu'on va pouvoir les qualifier, les solutions de maintenance. Et une fois que ces solutions seront qualifiées et qu'elles seront commercialisées par nos sociétés de maintenance ou par des sociétés de maintenance quelconques, ça va permettre pour une société de maintenance d'optimiser ses tournées. Ce que j'ai appris sur la maintenance en étant en contact avec le banc, c'est qu'on pouvait, grâce aux solutions de maintenance prédictive, détecter les défauts en avance. Détecter les défauts avant leur apparition nous permettrait d'avoir, on va dire, un rendement et une efficacité constante du matériel, ce qui nous permettrait d'économiser énormément d'énergie sur une année. La gestion connectée est l'avenir de la filière, puisque aujourd'hui on a un parc de chaudières connectées et connectables, mais toutes les chaudières ne font pas de la remontée de données et ne donnent pas la possibilité de faire de la maintenance. Avec les chaudières avec maintenance embarquée, ça va être la possibilité pour une société de maintenance d'optimiser son parc, de pouvoir mieux gérer la fréquence d'intervention lors des maintenances, peut-être même d'espacer la fréquence des maintenances. Fabrice Magnaud, je reviens vers vous dans quelques instants. Simplement, n'hésitez pas à poser vos questions, vous qui nous regardez sur la plateforme YouTube. J'en ai déjà quelques-unes en magasin, mais voilà. Donc, je tenais à le préciser. Si vous voulez poser vos questions à nos 4 experts, c'est le moment. Fabrice Magnaud, alors vous avez un peu tempéré dans la précédente intervention. Après avoir vu ce reportage, est-ce que vous pouvez me dire quand même que vous y croyez à la collectivité, j'allais dire, à la connectivité ? Non, mais j'y crois, c'est certain. De toute façon, il y a une révolution qui est en marche, comme je le disais. Il y a plusieurs niveaux de connectivité. Le premier niveau, c'est vrai que pour l'utilisateur final, enfin l'utilisateur principal, pardon, le fait d'avoir la possibilité de gérer son chauffage à distance, c'est un plus. Aujourd'hui, c'est plus un argument de vente et on sent que de toute façon, au moment de son choix de chaudière, le fait qu'elle soit connectable, ça l'impacte. Enfin, il y a un impact, ça l'influence réellement. Maintenant, dans les faits, s'il a une utilisation classique, il ne va pas forcément revenir dessus, et c'est quelque chose qui va dormir un petit peu sur son smartphone. Il n'y aura pas une utilisation
vraiment importante, optimum. Par contre, si on se met du côté du SAV, là oui, le fait de pouvoir interroger une chaudière, faire du diagnostic en amont, de peut-être optimiser nos déplacements, comme c'est dit dans le reportage, il y a un vrai intérêt pour nous, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on apprenne aussi à gérer et à analyser ces données, ça c'est sûr. Alors restons d'abord dans la sphère du consommateur, du client au final, avant de parler du SAV. C'est quand même, vous le dites, c'est un argument de vente. Est-ce que, alors même si ça n'est pas votre métier, est-ce que c'est un argument commercial? Est-ce que les particuliers veulent une chaudière connectée, un système de chauffage connecté? Est-ce qu'ils le demandent, comme ils demanderaient je veux une voiture avec GPS, sinon je vais voir ailleurs? On n'en est pas encore là, mais par contre, il est certain que quand on leur présente deux produits et qu'on en présente un qui est connectable, là, ils vont faire le choix du produit connecté. Et on arrive en plus sur une société aujourd'hui hyper connectée. Hein. Les nouvelles générations sont friandes de ça. Donc forcément, ça les influence. Alors, depuis le début de ce rendez-vous CineSav, il y a connecté et connectable. Arrêtons-nous un instant quand même. Et comme vous êtes mon Michel Chevalet, voilà, je vais vous demander, Emmanuel Kahn, de me faire un peu la différence, même si je l'aperçois forcément. Mais voilà, il y a une nuance quand même. Oui, alors ça s'applique surtout sur ce deuxième niveau, la capacité de la chaudière à remonter des données vers un SAV. Si le module de communication est là, la technologie elle est là, elle est implémentée, elle est connectable. Par contre, est-ce que le service est activé et est-ce que le client va du coup vraiment en profiter? Pas toujours, et donc elle n'est pas connectée. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du parc connecté en France? Alors, sur le premier niveau, connecté. Alors déjà, il faut savoir... Le premier niveau, donc le niveau confort, assez classique, je baisse ou je monte la température à distance. Alors, voilà. Déjà, je peux parler des chaudières en particulier. On estime que depuis 2012, peu ou prou, l'ensemble des chaudières qui sont vendues sont connectables. L'ensemble? À peu près. Ça dépend bien sûr des fabricants, mais à peu près, dans la grande majorité. Bon, chez Ariston, c'est le cas. Ça, donc ça, c'est une chose. Maintenant, si on regarde le premier niveau, les ventes de thermostats connectés, fabricants, c'est-à-dire que sur les chaudières neuves, est-ce que les fabricants arrivent à placer des thermostats? En 2019, on estimait qu'il y avait à peu près 10% des ventes de chaudières neuves qui étaient accompagnées de la vente d'un thermostat connecté. Donc c'est quand même assez peu. Et alors quand on regarde le deuxième niveau, le niveau de transmission des informations à un SAV, là, on démarre de très loin. On tombe largement en dessous de 10, oui, c'est ça? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une étude par un cabinet européen qui a fait un peu un benchmark des solutions de connectivité dans différents pays européens, qui a sorti quelques chiffres intéressants. En France, toujours alors je crois que c'est 2020, ils estimaient qu'on était à peu près à 10 000 équipements qui étaient télésuivis par des professionnels. Là où, en Angleterre et aux Pays-Bas, ils étaient à 200-250 000 équipements. Alors, bien sûr, c'est des pays peut-être plus gaziers, donc ont un plus gros parc, donc en pourcentage, ça se traduit certainement comme ça. Mais peut-être aussi qu'ils ont démarré un peu plus tôt, parce que quelque part, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a une histoire de temps. Ça prend du temps de mettre en place ce genre de solution. Nicolas Violent, chez vous, que ce soit pour les clients, je le disais dans l'introduction en présentant Logista Home Tech, vous êtes beaucoup dans le logement social, donc avec des bailleurs sociaux, mais vous avez aussi un marché des particuliers. La connectivité, elle est considérée comment? Comme un gadget, comme véritablement un service, une option que tout le monde s'arrache? Alors, je dirais que ça n'est plus un gadget, ça l'a été, et je pense que beaucoup de clients ont compris que savoir envoyer des données, c'était maintenant à la portée de beaucoup d'équipements finalement, et que ce qui en était important et utile, c'était l'utilisation de ces données et le service qu'on pouvait apporter à partir de ces données. Donc maintenant, un peu pour reprendre les propos d'Emmanuel et de mes collègues, et je dirais qu'on confronte ça ensemble au CineSav, on a des clients qui nous demandent la capacité de pouvoir analyser ou comprendre ce qui se passe à partir de ces équipements pour anticiper un certain nombre de problèmes ou leur assurer un certain niveau de sécurité ou de service. Donc on est vraiment sur quelque chose de très raisonné maintenant, je dirais même raisonnable, dans le sens où, et ça explique peut-être
le pourcentage assez faible finalement de connectivité des équipements dans le logement, il y avait peut-être une méfiance. On se rappelle les compteurs Linky et les polémiques autour de ça. Certaines méfiances des occupants, locataires, propriétaires, à transmettre finalement un flux de données vers on ne sait pas trop où, des clouds, des gens qui pourraient nous surveiller. Maintenant, on dit voilà, vous avez un logement, vous avez des équipements qui sont capables de communiquer des dérives, des pannes ou alors anticiper un certain nombre de phénomènes. Eh bien, on peut apporter du service pour justement apporter de la tranquillité et aussi un gain substantiel dans des dépenses de chauffage ou des dépenses de renouvellement d'équipements. Avant de passer aux questions, merci Nicolas Violent, je me tourne vers vous, Jérôme Pradal. Les chaudières sont connectables chez Ariston, elles ne sont pas toutes connectées forcément puisque c'est le client qui décide. Est-ce que c'est facile, pour reprendre aussi un des arguments et un des bémols de Fabrice Magniot pour l'installateur? C'est bien beau de dire qu'elle est connectable, mais est-ce que après, c'est pas comme quand on est face à un meuble d'une grande marque hollandaise avec un mode d'emploi en chinois, oui, par exemple? Est-ce que c'est très aisé? Je rejoins Fabrice sur un point, c'est que c'est aisé à connecter. Ça, Fabrice est mieux qualifié que moi. C'est pensé pour l'évaluer, c'est pensé pour. Après, je dirais qu'au niveau de l'utilisateur, il y a effectivement une notion de confort, de pouvoir effectivement piloter sa chaudière. Après, elle aura de sens peut-être dans une continuité à partir du moment où la chaudière elle-même sera encore plus interopérable avec son univers qui, on doit se le dire, aujourd'hui dans nos vies est de plus en plus connecté. Ça, c'est le premier point. Après, là où l'avantage vient grandissant, c'est notamment dans le terme que tu as utilisé, la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de tout de suite, et finalement, dès lors qu'on parle de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, un petit problème, en tout cas pour le professionnel, peut être un grand problème pour le particulier. Et donc, c'est d'une certaine manière, il y a une notion de réactivité derrière, et pour le professionnel, c'est le moyen aussi d'arbitrer finalement le prioritaire du non prioritaire. Quel type de produit est peut-être à dépanner, quel est le type d'erreur, donc qui est-ce que je peux envoyer plus ou moins informé dans mes équipes. Donc voilà, c'est sans doute un moyen d'arriver à appréhender la charge et envoyer une réactivité, une satisfaction client malgré tout. Pour aller peut-être encore plus loin, et là je rejoins Nicolas, c'est qu'au niveau des équipements, on peut récupérer un maximum de data et pouvoir travailler plus structurellement sur des schémas de maintenance prédictive, du didacticiel pour arriver à simplifier aussi les réponses aux différents défauts et pannes qui peuvent intervenir. Donc je dirais que le champ du possible et la valeur de la connectivité vient sans doute encore un peu sur les étapes d'après, dès lors qu'on arrive à appréhender l'ensemble de l'écosystème. Merci. Après, il y a peut-être aussi une notion de relation client-SAV qui va être différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, le client qui est en panne, généralement, il découvre sa panne, il nous appelle. Pour peu qu'on ne puisse pas répondre tout de suite, il y a une certaine tension et ce n'est pas toujours très agréable à subir. Le fait qu'on puisse en amont déjà détecter qu'il y a un dysfonctionnement sur son produit et qu'on puisse l'aviser par SMS, enfin tous les moyens qu'on a aujourd'hui, lui dire attention, votre produit présente un problème, il faudrait qu'on se mette en relation, on risque de créer une fidélisation et de peut-être désamorcer des conflits qu'on est obligé de gérer aujourd'hui. Vous êtes en train de vous convertir, Fabrice Magniot. J'étais con. Et de conserver finalement la présence physique, parce que la présence physique est et sera toujours nécessaire à l'absolue nécessité d'avoir un intervenant au bout de la chaîne. Les questions. Quel type de solutions de chauffage sont connectables actuellement? Chaudière, PAC, clim, ventilation. Alors je me tourne plutôt vers un fabricant, si vous permettez. Tout est connectable? Tout est connectable. Dans ce que je viens de citer. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de la notion de connecté et connectable. Après, c'est vrai que, si je prêche un peu pour ma paroisse, je dirais qu'on a fait le choix de connecter de série les pompes à chaleur, parce qu'effectivement, je dirais qu'on est sur un marché en plein boom. Et on a un besoin d'appréhender les produits ou de former à vitesse grand V pour suivre finalement ces opportunités de marché. Donc de principe, on offre la connectivité pour permettre d'accompagner aussi la démarche de formation presque in situ, si souhaitable.
Nicolas Fiolan, par exemple, les détecteurs de fumée ou même de monoxyde de carbone sont connectables? Parce que c'est vrai qu'on connaît souvent les alarmes très stridentes qui retentissent si jamais il y a un problème, mais est-ce que c'est aussi connectable? Oui, tout à fait. On parle maintenant de DACO et donc de ces détecteurs à la base de sécurité qui deviennent connectables. Soit pour remonter une alerte quand le logement est occupé par des locataires aux propriétaires ou aux bailleurs, ou alors on parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent être à distance. C'est quand même important de savoir ce qui se passe quand il y a une alerte de sécurité dans un logement. Donc oui, tout est connectable. Enfin, beaucoup de choses sont connectables. Maintenant, encore une fois, encore faut-il communiquer la donnée de la meilleure manière possible et encore faut-il ensuite pouvoir l'exploiter aussi de la meilleure manière possible. Si vous avez un capteur qui communique une alerte d'incendie et qu'il est mal réglé, vous imaginez le stress que ça peut procurer et de dire oui, il y a une alerte, mais rassurez-vous, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, rendormez-vous. C'est pas le bon code, oui. C'est pas le même code. Oui. Voilà, donc on est quand même sur des choses qui ont des limites et qu'il faut aborder de façon professionnelle. Alors je ne sais plus lequel d'entre vous a abordé le sujet, mais voilà, il tombe sur les questions et je remercie Walter, notamment qui nous regarde en direct. Bonjour, ne trouvez-vous pas la connectivité trop intrusive pour le locataire? Qui contrôle cet échange de données? Qui est garant? L'utilisateur a-t-il un regard sur ces données? Alors je me tourne encore vers vous, mais peut-être pourrez-vous apporter d'autres éléments. C'est une excellente question. Merci Walter. Merci Walter. Elle est au cœur de nos préoccupations et de nos discussions actuellement. Et un certain nombre de locataires et de clients discutent avec nous de ces problématiques de RGPD, de respect de la vie privée. Évidemment, quand on transmet des données et qu'on n'en a pas la bonne compréhension, parce que c'est des choses qui sont assez complexes, on est dans le domaine de l'informatique, de la big data, eh bien c'est difficile de savoir si on est surveillé ou si on transmet une information qui va pouvoir nous aider. On étudie beaucoup en ce moment avec un certain nombre de clients qui sont très moteurs là-dessus, le fait de déporter l'intelligence de ce qu'on fait des données au niveau du capteur, au niveau de l'équipement, pour que de l'équipement ne sorte uniquement ce qui est utile à un dépannage, à une intervention, à une mise en sécurité, et pas à un comportement, une surveillance, une exploitation commerciale, etc. Donc c'est des sujets qu'on doit aborder. On n'a pas d'autre choix que de les aborder en toute transparence, parce qu'en effet, il y a beaucoup de méfiance. Donc c'est le triptyque locataire, bailleur et mainteneur qui peut approuver ou valider ces solutions-là. Tout est évidemment extrêmement contrôlé. Je vous propose qu'on aille maintenant, qu'on passe un cap, puisque le temps tourne, messieurs, les questions, et j'en ai encore une, mais je la prendrai tout à l'heure. Je propose qu'on passe le cap de l'intérêt, même si on a bien compris l'intérêt de la connectivité, mais à travers un produit qui nous est présenté encore une fois par un grand groupe gazier que vous allez facilement reconnaître. Le service Iligo, c'est un service qui va apporter de la réactivité à nos clients en cas de dysfonctionnement de leur équipement. Aujourd'hui, nous avons quelques milliers de clients qui bénéficient du service Iligo. Chez ENGIE Home Service, on a une structure qui est dédiée au monitoring des équipements de chauffage. C'est cette structure qui va détecter le dysfonctionnement, prendre contact avec le client dans les 2 heures et l'aider à résoudre le dysfonctionnement à distance si c'est possible. Et c'est cette structure qui va faire ce diagnostic à distance. Donc cette structure, ce sont des experts chauffage qui font ce diagnostic à distance et qui le communiquent aux techniciens ENGIE Home Service afin qu'ils puissent préparer leur intervention en amont de leur visite chez le client. C'est vraiment un service qui va permettre aux professionnels de la maintenance de gagner du temps dans leur quotidien parce que ça leur évite de se déplacer pour des interventions mineures qui peuvent être résolues à distance et puis parce que ça leur permet d'avoir un diagnostic en amont de leur intervention et potentiellement de dépanner le client dès la première intervention en ayant la bonne pièce. Ces services connectés, ça permet finalement aux professionnels de n'avoir à se concentrer que sur les interventions les plus complexes qui vont faire appel à leur expertise et non pas sur des interventions pour lesquelles ils n'ont pas de réelle valeur ajoutée. Donc finalement, ça valorise l'intervention des techniciens en cas de dépannage.
Les objets connectés font aujourd'hui partie du quotidien des consommateurs parce qu'ils leur facilitent la vie. Les services connectés sont également en train de se standardiser et seront demain vraiment le standard de la maintenance, un incontournable pour les entreprises de maintenance de chauffage. Voilà, cette conviction forte, évidemment, Jérôme Pradal, vous la partagez. Alors, on a bien compris pour l'utilisateur final, je pense qu'on a bien compris que ça permettait de piloter, de réduire la facture, d'améliorer le confort, etc. Mais pour les gens comme vous et vos partenaires, surtout chez Ariston, l'intérêt principal, qu'est-ce que c'est? C'est de les accompagner, d'être encore plus proche d'eux, d'avoir les informations les plus en temps réel possible sur les différents équipements qu'ils sont installés? Oui, totalement. En fait, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir identifier presque plus en amont le schéma de panne, potentiellement, ou le degré d'intervention à avoir, peut-être même de l'anticiper. Nicolas en parlait tout à l'heure, de l'anticiper, et finalement de pouvoir la résoudre, si nécessité d'une présence physique par une intervention plutôt que deux, en ayant anticipé son intervention, parce que derrière, ayant mieux caractérisé le schéma de panne, j'ai anticipé les pièces à emmener, j'ai potentiellement, je fais intervenir le bon technicien, celui qui maîtrise ce produit-là en particulier. Et ça fonctionne parce que vu de l'extérieur, ça fait un peu science-fiction. On a l'impression que c'est le bon technicien qui va sortir d'une sorte de petite porte avec, hop, ça va être le bon. Ça existe déjà, ça fonctionne déjà. Oui, mais à différentes échelles. Et je pense que globalement, et c'est aussi pour ça qu'on doit développer autour de la connectivité et finalement du produit, des plateformes. On a l'application, on a une plateforme professionnelle sur laquelle on peut se connecter avec un smartphone, une tablette, un PC. Et puis après, à plus grande échelle, sur une manière peut-être plus structurée, on peut aussi fournir les datas quelque part. Et puis après, laisser le soin à nos partenaires de les appréhender eux-mêmes. Finalement, fondamentalement, en fait, ce n'est jamais que ce que l'on en fait. Et donc finalement, les outils sont utilisables à différentes échelles, et on a le temps d'y aller progressivement en fonction des besoins. Et puis pour vous, pour le fabricant... Et de la taille de structure aussi. Forcément. Pour vous, pour le fabricant, c'est évidemment un travail sur l'amélioration continue et d'avoir les retours en quasiment instantané sur des machines en place. C'est clair, on parlait tout à l'heure des datas. Nous, fondamentalement, ce qui nous intéresse, on en revient à l'origine. Au départ, on le faisait au travers de nos laboratoires. Aujourd'hui, finalement, on a l'opportunité de pouvoir récolter des datas en réel sur un parc installé plus large qu'à l'échelle de nos laboratoires. Donc c'est une formidable opportunité de travailler sur l'amélioration continue. Et encore une fois, c'est une opportunité aussi de pouvoir partager finalement avec nos partenaires, finalement rapprocher la R&D du terrain pour appréhender la suite, c'est-à-dire comment mieux maintenir, comment peut-être mieux intervenir, comment rendre le choix d'intervention et la qualité des dépannages encore plus pertinente. Alors la chaudière, c'est une chose, mais encore une fois, on parlait de la pompe à chaleur, on parlait de l'hybride, on parle de plus en plus d'hybride. Donc globalement, là aussi, il faut arriver à accompagner, je dirais, l'approche de ces produits. Et la sophistication, c'est bien. Faut-il encore pouvoir rapprocher je dirais, le professionnel de la technicité du produit au travers de la connectivité. Nicolas Violent, là on est dans la partie recherche, développement dans les derniers propos de Jérôme Pradal, mais si on revient à l'occupant, qu'il soit locataire, au propriétaire, la connectivité, mis à part conduire, piloter son installation, vous parlez, vous, d'associations aussi, beaucoup, les bailleurs sociaux vous le demandent. Oui, le rôle de l'occupant est prépondérant dans l'aide au diagnostic. Quelle a été l'intervention, le comportement habituel des occupants par rapport justement à leur logement? Est-ce qu'ils ont l'habitude de vouloir avoir très chaud dans leur logement ou au contraire moins? Est-ce qu'ils sont prêts est-ce qu'ils sont capables et prêts à être parfois assistés à distance pour réaliser une opération simple? Souvent on prend l'exemple du manque d'eau dans la chaudière qui intervient au démarrage de la fameuse saison de chauffe. Quand il commence à faire froid, les chaudières se remettent en route. Manque de bol, il manque un peu d'eau et la chaudière tombe en erreur.
c'est quelque chose d'assez basique, de très facile à corriger, et l'occupant peut tout à fait y être associé, que ce soit un particulier ou un locataire. Ah, donc ça veut dire que là, la connectivité, c'est le locataire ou l'habitant, l'occupant, qui va lui faire lui-même régler le niveau d'eau parce qu'il aura reçu une alerte ou quelqu'un au téléphone lui dira voilà, vous appuyez ici. Et... Tout à fait, c'est l'assister et l'assister dans cette opération-là, qui est une opération très simple. Il n'est pas question qu'il ouvre un équipement à distance, et même si on pourrait l'aider à distance. Et on peut aussi en profiter, et souvent c'est ce qu'on fait, pour transmettre un certain nombre de préconisations, de bons usages, d'éco-gestes que les occupants parfois ignorent, des choses qui sont parfois très très simples et qui permettent d'éviter des pannes, tout simplement, ou une inefficacité des équipements et une détérioration du logement. Pour illustrer donc les attentes des clients, vous avez fait une enquête, Emmanuel Kahn, avec GRDF, et vous allez nous livrer quelques grands chiffres et quelques grandes tendances. Alors sur les consommateurs, qu'attendent-ils? Oui, alors effectivement, quelques chiffres intéressants. Alors cette enquête, déjà, c'est quoi? GRDF, on anime une communauté qu'on appelle de clients ambassadeurs, représentatifs du parc de clients connectés au réseau de gaz. Et donc on les a questionnés sur la connectivité et les services qu'ils attendaient de ce sujet-là. Alors déjà, premier renseignement, la plupart des clients ne savent pas dire si leur chaudière est connectable ou pas. Donc, premier renseignement, il y a vraiment un défaut d'information sur ce sujet de la connectivité. Il y a vraiment de la pédagogie à faire et de l'explication à faire. Il n'y a pas un petit autocollant sur la chaudière qui me dit connecté, pas connecté? Non. Peut-être qu'on lui a dit au client le premier jour, elle est connectable. Je prends 15% après sur les ventes. Et puis 5 ans après, il a oublié et il ne sait plus. Donc ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est quand on teste l'hypothèse de la remontée de données à un SAV, il y a 74% des clients qui se disent vraiment favorables à ça parce que ça rejoint le sujet de la tranquillité d'esprit. Le citoyen ou l'utilisateur lambda ne va pas ouvrir sa chaudière, il ne va pas se réparer soi-même. Donc savoir que, et pourtant quand l'équipement tombe en panne, on sait tous que ça peut être très pénible, particulièrement pour ceux qui ont des enfants. Du coup, savoir qu'il y a un professionnel qui est informé en direct, qui est alerté, qui va pouvoir intervenir, c'est plébiscité. Et alors, la grosse surprise, c'est le niveau d'après, c'est-à-dire le coût d'après, le coût de la maintenance prédictive. Alors là, ils sont 94% à dire, mais en gros, c'est génial, parce qu'en fait, c'est la promesse que mon équipement ne sera jamais en panne. Vraiment intéressant. Et un dernier chiffre peut-être qui rejoint l'idée de la gestion des données. C'est vrai que le RGPD, de mémoire, c'est 2018, donc c'est quelque chose quand même d'assez récent. On est en train tous d'apprendre comment gérer la donnée personnelle et petit à petit, on va apprendre et on trouvera les solutions. Par contre, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'ils ont été, je crois, 84 ou 86%, ma mémoire me fait défaut, à dire, mais moi, en tant que client, je suis OK pour transmettre mes données et qu'elles soient utilisées par un SAV. Et ça, c'est quand même un chiffre assez important. Mais c'est massif. C'est massif. Et je crois qu'il y a un vrai capital confiance entre le client et son SAV. Et donc, il y a quelque chose à exploiter. Il y a quelque chose vraiment à construire. Question de la part de celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Est-ce un vrai plus commercial, je me tourne vers vous, de proposer un équipement connecté? Je crois qu'on a un peu répondu, mais est-ce que c'est un vrai plus? C'est sûr que c'est un vrai plus. Ariston en est convaincu. On en est tous convaincus. Après, il y a un autre sujet, ça déboule aussi sur autre chose, c'est comment on va le facturer aux clients. Alors j'avais une autre question que je n'ai pas prise dans le tour précédent et que je me gardais pour vous bien au chaud. Oh, c'est gentil. Peut-on proposer une option connectivité dans un contrat de maintenance? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez? Alors on l'étudie, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Il y a plusieurs pistes parce qu'on a aussi un retour client, on a fait un petit sondage auprès de nos clients qui n'est pas forcément représentatif de la globalité du parc, bien sûr, mais qui nous dit, mais si vous venez moins souvent, si vous intervenez, si vous êtes plus performant à chaque fois que vous venez, pourquoi je vais être amené à payer un supplément sur mon contrat? Au contraire, ça va vous coûter moins cher, donc vous devriez me faire des déductions. Donc, cette connectivité, elle vous coûte, on cherche... Enfin, en tout cas, je pense que ce n'est pas à nous, SAV, de supporter ce coût de maintenance. Regardez Ariston droit dans les yeux. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On l'a évoqué déjà.
faut qu'on arrive à trouver les bons leviers et puis arriver à mettre le curseur au bon endroit. Nicolas Violent, vous souhaitez la parole sur ce point? Oui, je pense qu'en effet, il y a souvent chez nos clients particuliers ou bailleurs la méfiance de dire si vous connectez notre équipement, alors vous ne viendrez plus sur place et quelque part vous allez chercher à faire des économies pour ne plus vous déplacer parce que déplacer ça vous coûte cher, etc. Et je crois que dans le monde de la maintenance et du SAV, et on en parle souvent ensemble au SINASAV, notre objectif est de résoudre les problèmes et apporter des solutions à nos clients. Et les résoudre le plus vite possible et le plus efficacement possible pour nos clients, tout en gardant un certain équilibre économique pour tout le monde. Et donc si on peut s'aider de choses qui communiquent intelligemment des informations sur le type de panne, le type d'équipement, la marque, le type de pièces qui peuvent être incriminées, eh ben on gagne beaucoup de temps, du temps logistique, du temps humain, on envoie un technicien avec la bonne compétence. Et ça, forcément, ça a un coût. C'est un coût. C'est un coût, c'est des compétences en jeu, je crois voilà, c'est des compétences en jeu, c'est des investissements sur des systèmes, sur des back-office, hein, des gens qui sont pas sur le terrain, mais qui vont comprendre un certain nombre de choses et les lire et rediriger vers d'autres équipes. Donc c'est un investissement ou des compétences pour les entreprises qui sont indépendantes à développer, à maintenir. Donc ça, voilà. Mais l'équilibre peut se trouver. Est-ce que c'est un sujet que les fabricants, je suis désolé, vous êtes le seul autour de la table, les fabricants ont saisi, se sont emparés du sujet justement, de la façon finalement de le facturer, de le faire comprendre, comme l'exprimait aussi Nicolas Violent? Pour être assez transparent, on est aussi quand même dans une phase d'apprentissage par rapport à ça, puisque finalement, on est en train de monter graduellement dans la connectivité des appareils. Moi, j'aime bien la notion d'équilibre économique évoquée Nicolas, parce que d'une certaine manière, en fait, il ne faut pas dénaturer, je dirais, les prestations ou je dirais les produits en fait que l'on va proposer. Donc forcément, ça se facture, ça doit se facturer. Après, il y a une notion d'échelle et peut-être de durée. Et donc, quand on parle de connectivité, à l'instar de ce qui peut se faire dans le collectif, aussi dans l'individuel, on peut aussi inscrire finalement dans le cadre d'un contrat de maintenance auquel arrimer la chaudière, mais peut-être pas que, puisque il n'est pas rare d'avoir une chaudière, peut-être une climatisation, peut-être d'autres éléments, et finalement de devenir le prestataire référent par rapport à tous ces équipements sur la durée, d'avoir une facturation annuelle qui garantit la tranquillité et la sérénité finalement de l'utilisateur. Je veux dire, on est tous utilisateurs à un moment donné quand on rentre chez nous, et en fait la sérénité, le gage de pouvoir avoir une réponse réactive en fonction des problématiques, ça a une valeur. Et donc c'est peut-être dans ce schéma-là qu'on peut arriver plus, alors facilement, je ne sais pas, mais en tout cas à insérer le prix de la connectivité. En tout cas, d'amener une valeur, une proposition de valeur dans laquelle l'équilibre économique de chacun est préservé. Alors, je me tourne justement vers vous. Je garde à l'esprit ce côté utilisateur et je me disais, ils ont raison, c'est vrai. On a tous soit une chaudière, une clim, une ventilation, tout ça de marques parfois différentes. Et c'est un peu comme ce qu'on a dans notre poche, un smartphone, qui sont tous différents avec des systèmes d'exploitation. Comment faire pour que Fabrice Magniot et puis tous les représentants du SINASAV qui sont sur le terrain, des petites PME, n'aient pas à prendre 20, 30, 40 systèmes d'exploitation différents? Parce que c'est un peu la jungle, non, Fabrice? Ah bah complètement. Et puis je pense que ça va être le tournant. Ça va être, si on veut pouvoir utiliser toutes ces données avec la quantité de marques et de produits avec lesquels on travaille, il va falloir qu'on arrive à trouver une plateforme ou en tout cas un vocabulaire identique, parce que même à la limite peut-être d'engager aussi des travaux avec nos informaticiens de logiciels métiers pour qu'on puisse très facilement rapprocher telle installation de telle alerte, et puis de ne pas avoir à jongler dans un millefeuille d'applications de constructeurs différents. Ça implique aussi une montée en compétence des personnes qui travaillent pour vous, des techniciens de maintenance, à un certain moment. Monter en compétence, en tout cas, d'acquérir d'autres compétences, ça c'est certain. Oui. Ça passera forcément par de la formation, on n'a pas le choix. On a toujours eu l'habitude de s'adapter. J'ai l'impression un petit peu que la machine s'emballe un peu vite en ce moment, parce que entre la transition énergétique, les pompes à chaleur, les climatisations,
Enfin, ça nous fait quand même beaucoup de choses à emmagasiner, à digérer. Est-ce qu'on en sera capable? Je l'espère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va engager une lourdeur dans nos entreprises et puis un investissement important. Donc, quand on aura digéré tout ça, oui, pourquoi pas. Enfin, il y aura sûrement aussi peut-être une restructuration à avoir dans nos entreprises. On va avoir peut-être des gens plus sédentaires enfin, c'est pas peut-être, c'est qu'on va être sûrement obligé de poser des gens qui sont derrière un PC pour analyser ces données-là. Peut-être de faire aussi de nouveaux métiers. Voilà, tout à fait, avec d'autres compétences. Enfin, c'est beaucoup de choses qu'il va falloir digérer, comme tu le disais. Le champ des possibles s'ouvre. Je vous propose justement pour illustrer, alors peut-être pas la montée en compétences, mais l'apparition de nouvelles compétences parmi les techniciens de maintenant. Je propose qu'on voit ça dans ce dernier reportage à travers la présentation d'un nouveau produit. Resideo est une société américaine qui commercialise des produits de régulation de chauffage et de sécurité pour le confort de l'habitat. Les enjeux de la technologie dans la maintenance du chauffage est premièrement d'amener du confort et de la sérénité auprès du client et surtout aussi d'optimiser le temps de travail des techniciens et donc l'organisation des entreprises. Les deux nouvelles évolutions pour les techniciens de maintenance sont la connaissance des outils informatiques qui sont les tablettes et les smartphones par rapport aux applications et le passage de ce savoir auprès de leurs clients finaux. Vous avez les sociétés qui ont pris le pas déjà, donc ce sont en général des gens qui sont déjà dans la connectivité au niveau des applications, etc. et donc qui proposent ce produit avec le service qui les accompagne. Vous avez les sociétés qui, elles, ne croient pas en la connectivité sur la chaudière parce qu'ils pensent que une chaudière n'a pas nécessité d'être connectée. Et puis, vous avez les entreprises où là, c'est plus un problème de personnel, où le personnel n'est pas enclin à basculer vers les nouvelles technologies, à apprendre et à faire passer le savoir. La priorité à moyen terme pour que ça puisse être géré facilement par les sociétés de maintenance, c'est d'harmoniser tous les systèmes de connectivité aujourd'hui des différents fabricants de chaudières qui existent sur le marché français. Voilà, nous en avons parlé justement de cette harmonisation. Il ne nous reste plus que quelques minutes avec encore 2 ou 3 questions qui tombent là sur la plateforme YouTube. Mais j'aimerais d'abord que l'on parle de cette montée en compétences ou de changement de compétences qui a d'abord été évoqué par Fabrice Magniot et puis par l'interlocuteur dans la vidéo. Pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé, Emmanuel Kahn, chez GDF, il y a combien de temps? GRDF, il y a combien de temps? 2007, c'est vrai que... 2007, c'est l'année de sortie d'un téléphone avec une pomme. Voilà. Exactement. Ouais. 2007, nos techniciens réseau ont commencé à être équipés de PDA. Et ça a été un bouleversement. Et il a bien fallu 5 ans pour que ça s'ancre dans les mœurs, que les habitudes se prennent. Et puis aujourd'hui, il y a toujours une fraction assez réduite qui n'est pas à l'aise avec son smartphone ou avec sa tablette, mais la grande partie des troupes utilisent les moyens de connectivité. Et on voit pleinement aujourd'hui les bénéfices que ça a en remontée instantanée d'informations, dans la gestion des incidents, etc. Mais ça peut se faire, mais ça prend un peu de temps. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Et moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que sans modèle économique pour les SAV, ça ne pourra pas se faire en fait. Une question très intéressante, très pratique de Samuel, merci de la poser. Comment monter en compétence le technicien de maintenance afin qu'il puisse répondre à ces nouvelles technologies? C'est la formation? Oui. Essentiellement. Le premier plot, c'est la formation, l'intégrer aux formations produits, donc faire un élargissement à la connectivité. C'est une formation quasiment continue, parce qu'en attendant ce rêve d'harmonisation des systèmes, il faut se remettre au goût du jour régulièrement. Oui, puis en plus, je pense que, je m'inscrirai peut-être pas en faux en disant qu'il y a aussi un sujet sur la main-d'œuvre aujourd'hui et et la charge de travail parallèlement à ça. C'est pour ça que la connectivité peut-être aussi aider à travailler sur du tutoring, c'est-à-dire finalement d'arriver à former en continu et même avec les mains dans la machine. C'est l'ambition, notamment sur des produits un peu plus nouveaux comme la pompe à chaleur, et je reviens sur l'hybride parce que là on associe 2 compétences et donc potentiellement plus une
que l'autre pour la personne qui peut intervenir, et d'être accompagné aussi par le biais de la connectivité peut être un moyen de former in situ. Nicolas Violent, je vous pose la question, puisque vous avez une entreprise avec 1400 collaborateurs. Du coup, par conséquent, y aura-t-il une diminution de techniciens dans les entreprises, nous demande-t-on? Est-ce que vous croyez à ça? C'est un peu comme la robotisation dans l'industrie. C'est ce que la méfiance nous lance. On ne le pense pas, très honnêtement. On pense depuis de nombreuses années chez nous à la complémentarité entre le technicien de terrain et la technologie au sens large. D'abord pour être plus efficace dans son travail de tous les jours, donc la technologie peut aider, mais aussi en proposant plus de choses aux clients. Encore faut-il pouvoir le valoriser, c'est vrai. Aujourd'hui, la connectivité nous aide à tranquilliser, pour le coup, le technicien. On a, par exemple, chez nous, des techniciens experts, on appelle ça une hotline, qui peuvent être consultés à tout moment par nos techniciens sur le terrain et qui vont pouvoir non seulement voir des données que le technicien ne verra pas forcément in situ, mais aussi l'aider à un grand nombre d'opérations avec des vues éclatées de l'équipement pour l'aider au diagnostic. On pense aussi que la connectivité permettra de se débarrasser des tâches qui ne sont pas très marrantes, des déplacements qui finalement ne servent pas beaucoup, ou en tout cas qui usent des compétences précieuses pour de mauvaises raisons. Donc non, la diminution des techniciens, on n'y croit pas. On croit plutôt toujours besoin d'humains. Des services. Et on a toujours besoin d'humains. Je ne sais pas si vous imagineriez nos médecins généralistes faire que des téléconsultations. C'est pas pensable. Pour nos techniciens, c'est la même chose. Merci beaucoup Nicolas Violent, merci Fabrice Magniot, merci Emmanuel Kahn, merci Jérôme Pradal. La prochaine fois que nous nous retrouverons, si mon petit doigt est bien informé, nous parlerons justement, ça a été un peu dit par Jérôme Pradal, d'attractivité du métier. Donc surveillez bien le prochain rendez-vous SINASAV, cela devrait arriver au courant du printemps prochain. Avant de vous quitter, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission en coulisses, que ce soit l'équipe du SINASAV autour de Cyril Radici. Merci aussi à tous les techniciens mobilisés dans les studios de Captaprod avec l'agence Davail et aux manettes pour la réalisation, Antoine Tixier. Bonsoir.